Donc, on va enchaîner. Je vous dis un petit peu, donc, comme vous l'avez entendu, Anaïd m'a donné carte blanche pour une expérience qui démarre. Donc, avec elle et avec Vittoria, on a réfléchi ensemble. Donc, première chose, je vous ai dit, les saints traducteurs, pourquoi sont devenus des saints traducteurs. Et puis, c'était aussi l'envie de parler d'une période, si vous voulez, formatrice dans l'histoire intellectuelle arménienne, à travers les traductions. Et il nous avait semblé important de la mettre en parallèle, justement, avec la période dont Neshan nous a parlé. Donc là, il y avait d'autres enjeux, non seulement des traductions, mais aussi linguistiques. Une langue qui commençait à être mise par écrit et donc repensée d'une certaine manière. Et puis, on ne voulait pas que ça reste quelque chose comme ça qui est dans le passé. Et aujourd'hui. Alors, qui traduit, pourquoi traduire, les enjeux, les difficultés. Et c'est donc pour cela que je suis bien entourée pour affronter cette question. Et en fait, je donne la parole tout d'abord à Anaïd Donabédian, qui va nous parler de sa propre expérience, à la fois des traductrices et aussi, je pense, des enjeux pédagogiques, entre autres. Enfin, tu nous diras. Oui, donc en fait, je vais vous parler un petit peu d'un texte qui a déjà pas mal circulé. Je pense que c'est pas une nouveauté, puisqu'on a traduit avec Sharik Megrician Papazian le Petit Nicolas, enfin 6 récits du Petit Nicolas en arménien occidental en 2015. Donc je voulais vous parler un petit peu de ce que représente le défi de ce type de traduction par rapport à d'autres qui vont être présentés après ou qui ont été présentés avant justement. Donc, un petit peu, je dois dire que lorsque nous nous sommes attaqués à cette traduction, nous nous sommes heurtés à un des enjeux que Neshan a évoqué dans sa conférence, qui était la question du registre, la question du style. Donc, autant au XIXe siècle, traduire, ça supposait choisir entre le krapar et l'arménien moderne, et donc c'était un peu un geste militant de traduire en arménien moderne. En tout cas, c'était un geste, disons, enfin, engagé. Et bien, lorsque nous avons traduit le Petit Nicolas, nous nous sommes confrontés à une attitude souvent très normative qui règne dans le monde de l'édition en langue arménienne. Et donc, pour traduire ce texte, qui est d'un registre stylistique assez particulier, le Petit Nicolas, nous avons dû nous poser quelques questions, pour lesquelles, d'ailleurs, en tant que duo, Sharig et quelqu'un qui est dans Hamaskaïn, c'est quelqu'un qui est très libre personnellement comme ça, mais en même temps qui est dans un réseau qui relaye ces impératifs normatifs que la langue arménienne occidentale doit être comme elle doit être, c'est-à-dire assez littéraire. Hein, et en même temps, c'est pour cette raison que je l'ai choisie, elle, comme co-traductrice, parce que c'était la seule avec laquelle j'étais au Liban à ce moment-là, donc vraiment très consciente de ces enjeux, et c'était la seule avec laquelle je pouvait à la fois être... on ne peut pas se libérer totalement de ces enjeux-là, parce qu'en fait, on s'adresse à un public qui est dedans. Donc, on doit les affronter de façon consciente et en même temps, on doit pouvoir les dépasser. Et c'est vrai que ça a très bien fonctionné de ce point de vue-là. Alors, quel est le registre stylistique de Sampé, en fait, dans le Petit Nicolas, dans le texte français, puisque c'est de là qu'il faut partir et que l'objectif, c'est de créer un texte arménien qui ait qui correspondent du point de vue du registre, pas seulement du point de vue du contenu. C'est un texte un peu paradoxal parce que par moments il y a beaucoup de dialogues de langue enfantine, donc c'est un texte très vivant et un peu familier, mais en même temps qui reste assez littéraire. Il n'est pas si familier que ça. C'est quand même une langue d'adulte finalement. C'est plutôt une langue d'adulte qui joue aux enfants que véritablement une langue d'enfant. C'est pour ça d'ailleurs que ce texte en français plaît autant aux adolescents qu'aux adultes finalement. Et donc dans ce registre-là, eh bien, on a eu à affronter ces deux styles et à faire toute une série de choix. Alors le premier, c'était sur le gimmick du Petit Nicolas, qui est de dire c'est chouette. Donc c'est chouette en français, c'est pas un terme qui est particulièrement familier. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun gamin de nos jours qui dit ça spontanément. Il y a toutes sortes d'autres façons de dire ça. Mais en même temps, c'est pas non plus littéraire. Donc comment traduire ça en arménien? Par quelque chose d'aussi court, par quelque chose d'aussi, enfin, de spontané. Alors on a eu une immense discussion avec Sharig pour dire que, pour moi, c'était évident que c'était Rocher.
qui sonnait bien, qui passait bien et qui était aussi facile à caser dans le texte. On ne pouvait pas prendre quelque chose qui a un poids très différent du point de vue longueur. Et donc, Charig s'est laissé assez facilement convaincre, mais son souci, c'était que nous allions être jugés pour cela. C'est-à-dire, elle était d'accord avec cela, mais que nous allions être jugés pour cela. Et en fait, pour toute une série de décisions que nous avons prises dans cette traduction, il y avait ce souci. Qu'est-ce qu'on va dire? Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait une longue introduction très pédagogique dans laquelle on explique. Alors la chose à laquelle Charig, vraiment c'était mon sorte d'intermédiaire dans cette situation, Charig. La chose qui a beaucoup plu à Charig, c'est quand je lui dis que de toute façon, roche, c'est un mot qui est d'origine iranienne, mais en réalité, une très grande partie du vocabulaire turc que nous utilisons aujourd'hui est d'origine iranienne, et ça ne dit pas grand-chose, mais ça l'a rassuré. Et donc, on a mis ça dans l'introduction en disant que c'était d'origine iranienne. Donc, cette introduction, elle est un bijou de diplomatie et elle est faite pour permettre à cet ouvrage de trouver un public dans un milieu très... dont je vous dis, c'est vraiment le contexte dans lequel j'étais quand j'étais au Liban. Alors, un des autres enjeux, c'était que faisons-nous pour les formes du présent ? Les formes du présent dans les dialogues. En arménien, c'est tout à fait logique, naturel d'utiliser gor, ce qui, là encore, est l'objet d'un discours métalinguistique sur le fait que ce ne serait pas correct en arménien, etc. Alors, nous avons assumé le gor, et il y en a partout, dans les dialogues, pas dans les textes. Et là aussi, immanquablement, nous avons été jugés pour cela. J'ai une collègue et amie, Sonia Sanan, qui enseigne à Montréal, à l'école Surphagop, et qui avait utilisé pendant une année cet ouvrage comme livre pour sa classe. Donc, elle avait organisé toute sa classe autour de ce livre pendant une année. Et pendant la première semaine, elle a eu une maman qui lui a rapporté le livre, enfin les photocopies pour dire la vérité. C'est un autre aspect de l'édition en arménien, mais bon, avec tous les gors caviardés, en disant « Asigara Erenche ». Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce côté iconoclaste sans en avoir l'air de ce petit ouvrage de rien du tout. Donc je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je peux peut-être juste vous lire un tout petit extrait pour vous faire sentir les différents registres stylistiques. Voce sav shahane ches metner, kartnapare asche. Inch sav dertade? Biditsekes mednem shishkodagar. Shishkodagar, c'était espèce de gros type en français. Ոչ բարոնը սավ սեբուհը գմդնես եւ որ կախտնապարը կիտնաս հաբա ինչ կարծեցիր շահան հսկե իրեն ես սավ յետվարդը գարաչարգեմ որ բեդը ընդրենք օրդո կարադո. Ordo carado, je ne connaissais pas cette expression, mais ça traduit en français pique et collégramme. C'est ce qu'on dit en arménien pour ce genre de choses. Donc, vous voyez un petit peu la densité du travail qu'a pu représenter la traduction de ce texte par rapport à d'autres passages qui sont dans une langue beaucoup plus neutre. Մենք մեր քունտը պիտի գազմենք, ժիրայրը քաղապարը ունեցավ։ Սպոսանքին մեզի ասավ, որ քիրք մգարտացեր էր, ուր խումբ մնգերներ գորոշեն քունտ մգազմել եւ վերջը խենտենալիք բաներ գնեն. Խենտենալիք բաներ, c'est il faisait des choses terribles. Ce terrible aussi, on a eu à chercher à le traduire. Martike gbashpanen charerun tem, աղքատներուն գոքնեն, ավազակները գբրնեն եւ շատ գզվարչանան. Et il rigolait drôlement. Շատ գզվարչանան. Voilà, je pense que pour une entrée en matière, donc, il y aura peut-être des questions, mais... C'est une excellente entrée en matière, justement, un texte, oui, adressé, comme tu disais, donc adolescents, mais aussi à des adultes. Oui, et combien des questions... J'ajoute juste un petit point, c'est que ça fait partie des très rares textes qui sont en bilingue aligné. Donc l'éditeur n'avait jamais fait ça encore dans sa collection des traductions du petit Nicolas. Et c'est moi qui ai suggéré. Il était un peu affolé en disant mais ça va demander un travail d'alignement. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec le maquettiste pour permettre de les mettre face à face parce que je trouvais que pédagogiquement c'était un outil formidable. Mais il faut savoir que quand on fait cela pour un traducteur, c'est un risque parce qu'en fait on se met à
nu. Hein. On peut, donc la qualité de la traduction peut être jugée à tout moment. Donc voilà, vous verrez, il y a une partie, il y a un récit dans lequel il y a une histoire de caviar sur un canapé, et le canapé avec le jeu de mots sur les toasts, les canapés dans un cocktail, et le canapé sur lequel on s'assied, où il a fallu faire preuve d'imagination. Voilà. Ah oui, je pense. Bravo. Je propose qu'on enchaîne avec les livres que tu caches. Et... Non, je vais les montrer. Ah ben alors, on va les montrer. Alors, il s'agit aussi d'être... Alors, tu vas en parler. OK, merci. Alors, Marc Nishanian, donc très engagé depuis des décennies, parmi d'autres choses, sur la question traduction en arménien occidental, entre autres des philosophes. Beaucoup de philosophes. Bon, eh ben, d'abord, je remercie Valentina pour l'occasion. Au fond, au mois de février, j'ai été à l'INALCO pour donner une petite topo sur le travail de traduction, avec un titre inventé d'ailleurs par Anaïd, qui était quoi? Ouais. Il y avait une question de défi là-dedans, puisque c'était la traduction de Michel Foucault. Et donc, d'abord, une petite séance d'autopromotion. Les dernières années, j'ai publié, toutes les publications sont à Yerevan d'ailleurs, et donc ça va être un sujet que je vais aborder ensuite. Un certain nombre de traductions. La première, c'est, il y a deux Blanchot, Maurice Blanchot et Viboumnej. Donc c'est quelques récits de Maurice Blanchot qui constituent donc, par ma décision, un livre. Un autre Maurice Blanchot qui est La littérature et le droit à la mort. Au fond, celui-là, c'est le seul texte littéraire que j'ai traduit et publié en arménien, les récits de Maurice Blanchot. C'est mon grand amour pour Maurice Blanchot, je dois dire. Et donc, la littérature et le droit à la mort, et à partir de là, et en tout cas tous les livres que j'ai publiés et que je vais publier, et dont je vais dire quelques mots, ce ne sont jamais, à une exception près que je vais dire aussi, uniquement des traductions. En premier lieu, ce sont des traductions avec commentaires, c'est-à-dire que un texte et derrière un autre texte, au fond, qui est signé par moi, non plus en tant que traducteur, mais en tant que commentateur. Et donc, pas visible ici, parce que je n'avais pas commencé encore la série dans ma tête de cette façon-là, mais là, c'est, vous voyez, Maurice Blanchot, le Karagan Uchuniev, Mahvam Meriravonka, et Marc Nishanian, Karagan Hankanakma, etc. Ensuite, dans cette série, il y a la traduction de l'Antéchrist, der Antichrist en allemand, donc en arménien, qui est la traduction donc de ce dernier écrit de Nietzsche, qui est le plus antichrétien, au fond, de ses écrits, et une étude qui occupe la moitié du volume, puisqu'il fallait comprendre ce que ça voulait dire pour Nietzsche que d'annoncer la fin du christianisme, qui signifiait pour lui annoncer la fin de l'histoire. Et dans cette petite série, la dernière, c'est Antoine Berman, L'épreuve de l'étranger, ce grand livre qui a été l'un des grands livres de ma vie, il faut dire, puisque c'est un livre publié en 1990, si je me rappelle bien, sur lequel j'avais écrit une fois en français un commentaire, au fond, en 1995, et que j'ai voulu traduire. Donc je l'ai traduit avec un ami qui s'appelle Rafi Adjemian, et c'est un livre, comme vous le savez, ou sans doute que vous ne le savez pas, sur la théorie de la traduction chez les romantiques allemands, c'est-à-dire ceux qui ont inventé la traduction moderne en réalité à la fin du XVIIIe siècle. Et ça, c'est la série des livres parus. Et comme si vous m'avez écouté en février, vous savez que en février, j'ai parlé de la traduction de Foucault, donc celle-là, elle est sous presse, elle va paraître
Et là, c'est de nouveau la traduction de Foucault, l'histoire de la sexualité volume 1, avec un grand commentaire qui occupe plus de place que le livre lui-même en réalité, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Foucault dans les dernières années de sa vie. Et puis, il y a les autres traductions qui vont venir, puisqu'elles sont presque sous presse aussi. Il y a Agamben, Homo Sacer et Auschwitz, et une autre dont je vais parler dans un instant, puisque c'est Walter Benjamin. Quand on traduit en arménien occidental, il y a 3 types de questions qui se posent à vous. Problèmes, difficultés, comme vous voulez. La première, c'est que, ou le premier, c'est que vous traduisez dans une langue survivante. Et il faut expliquer ce que ça veut dire. La deuxième, c'est que vous traduisez dans une langue qui est en réalité une moitié de langue. Et donc, qui doit toujours tenir compte qu'elle n'est qu'une moitié de langue. Et le troisième problème ou type de difficulté, c'est celui qui se pose finalement à tout traducteur qui, dans sa propre langue, a besoin d'adapter quelque chose qu'il lit avec ses propres yeux, en allemand, en français ou en italien. Je vais dire un mot court, forcément, de chacune des 3 types de problèmes. Le premier, je vais être vraiment très court, j'en ai parlé à beaucoup d'autres occasions. Il faut comprendre que une langue n'est pas survivante par elle-même tant qu'elle ne s'expose pas comme survivante. Elle peut être survivante pour toutes les raisons empiriques que vous voulez, parce qu'il n'y a plus de locuteurs, parce qu'il n'y a plus de lecteurs, parce qu'on l'a tuée, parce qu'elle a été réduite au silence, etc. Mais ça n'en fait pas une langue survivante. Tout ça, les raisons empiriques. Ce qui fait d'une langue survivante une langue survivante, c'est que c'est à partir du moment où elle se présente elle-même, donc elle s'expose comme langue survivante. Traduire, pour moi, ça sert à exposer le fait qu'une langue, celle-ci, c'est une langue survivante, et donc elle sert à exposer aux langues souveraines ce qu'elle refoule en tant que langue souveraine. Et donc, elle sert à exposer aux langues souveraines ce qu'elles ont fait au moment où elles se sont constituées en tant que langue souveraine, et quand elles ont fait ça, justement, à la fin du XVIIIe siècle, quand les Allemands, et sur la lancée des Allemands, toute l'Europe a décidé qu'ils allaient tout traduire. Tout traduire. Et donc, ils ont commencé, ils ont tout traduit. Et dans le geste de leur traduction, ils ont constitué leur langue au pluriel, la leur et les autres, celles qu'elles traduisaient, en langue souveraine. Ce faisant, évidemment, ils ont constitué un envers, et il a fallu 200 ans pour comprendre qu'ils constituaient un envers qui était invisible pour tout le monde, bien entendu, qui était il refoulait au fond la langue survivante. Le seul, à l'époque, j'en ai parlé une fois il y a 2 ans, qui savait cette chose-là, c'est Hölderlin, qui est exactement un contemporain des gens qui ont inventé les langues souveraines en traduisant précisément entre toutes les langues européennes vers l'allemand. C'est Hölderlin qui disait « nous avons perdu la langue à l'étranger », etc. Et donc qui traduisait dans une langue survivante l'allemand en tant que langue survivante. Mais il a fallu 200 ans pour comprendre ce que disait Hölderlin, etc. Ça, c'est la question de la langue survivante. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai dit? Deuxièmement, les 2 autres problèmes, le fait que l'arménien occidental soit une moitié de langue. Bien sûr que c'est une moitié de langue. Tant que l'arménien occidental s'est constitué au XIXe siècle en tant que langue littéraire, avec les traductions, c'est quand même extraordinaire, on l'a entendu. Et ensuite, a cessé de traduire
En gros, en 1920, puisque le dernier grand traducteur vers l'Arménie occidentale, comme vous le savez, c'est Razikian Arsène, qui avait Père Mechitaris, n'est-ce pas, qui avait commencé à traduire en Krapal, comme l'avait fait avant lui 3 générations de Pères Mechitaristes, et qui soudain, en 1890, s'est aperçu que quand même, ça serait bien si on traduisait en arménien moderne, on aurait des lecteurs, etc. Et donc, il a commencé à traduire en arménien moderne les mêmes choses qu'il avait déjà, que d'autres avaient traduites en arménien classique, n'est-ce pas? Donc, jusqu'en 1920, 22, 23, après il est mort, après l'arménien a cessé de traduire, bien entendu. Et alors, pourquoi c'est une moitié de langue? C'est une moitié de langue parce que aujourd'hui, quand on traduit vers l'arménien occidental, on est obligé de se confronter au fait que vos lecteurs, et surtout quand on traduit plutôt des choses théorico-littéraires ou philosophiques, vos lecteurs sont en Arménie et pas en diaspora. On ne traduit pas pour les lecteurs, n'est-ce pas? Et donc, comme je le disais une fois, le traducteur en arménien occidental joue double jeu. Parce que d'une part, il dit, et il vient de vous dire là devant vous qu'il traduit dans une langue survivante, mais d'un autre côté, il traduit dans une langue bien vivante, qui est lue par des gens en Arménie soviétique, j'allais dire. Elle n'est pas moins soviétique qu'il y a 30 ans, en Arménie, qui vous lisent tranquillement. Mais évidemment, quand vous traduisez en arménien occidental dans votre propre langue et que vous tenez compte du fait que vos lecteurs sont à Yerevan, eh bien, vous êtes devant un type de problème qui est inhabituel, qu'il faut en prendre en compte. Je vais en dire juste un mot. Et le troisième type de problème, qu'est-ce que j'ai dit que c'était? C'était les problèmes habituels d'un traducteur, au fond. Alors, je vais en dire 2 mots avec des exemples. J'ai un problème avec la bouche, je vous demande de m'excuser. Donc le premier exemple, je vais être très court, mais vous comprendrez tout de suite. Je viens juste de traduire tout ce que Walter Benjamin a écrit sur la photographie et l'histoire. Et donc le dernier de ces textes à Walter Benjamin, c'est les thèses sur l'histoire, où c'est là où le plus explicitement, disons, il parle de sa conception de l'histoire comme matérialisme historique. Alors évidemment, référence directe à Marx, c'est pas clair à quel point Walter Benjamin était marxiste ou pas, peu importe. Et donc, il faut traduire matérialisme historique en arménien. Vous savez que donc, dans un pays qui s'appelait l'Arménie soviétique, pendant 70 ans, on a enseigné dans les écoles le matérialisme historique. Et donc, en Arménie, c'est dans les oreilles de tout le monde. Et donc avec matérialisme historique, exactement comme ça, Batmagan matérialisme, et autrement, Batmagan matérialisme. Et donc si vous traduisez le matérialisme historique autrement que Batmagan matérialisme, vous êtes sûr de ne pas être compris par quelqu'un qui est en Arménie, et au contraire, si vous dites Batmagan matérialisme, il est clair qu'il s'agit de ce qu'ils ont appris à l'école. Et donc, il faut choisir, est-ce que vous dites Batmagan matérialisme, ou est-ce que vous dites, alors vous dites quoi à la place? Si vous utilisez le bon mot que vous pensez être du Arem Daeren et que vous dites Batmagan Nutabashtution, vous savez bien que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Non seulement parce que vous n'allez pas être compris là-bas, mais aussi parce que Nutabashtution en arménien occidental a toujours été utilisé uniquement dans le sens vulgaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est Nutabash, n'est-ce pas? Il n'a jamais été utilisé dans le sens philosophique. Donc si vous dites Batmagan Nutabashtution, vous créez un mot en réalité Nutabashtution dans un sens nouveau qui est celui du matérialisme philosophique. Et donc vous êtes en fait devant un double problème, celui d'une création, c'est-à-dire d'un changement de sens pour un mot, et celui d'avoir un type de lecteur qui n'est pas le type de lecteur prévu par la langue dans laquelle vous écrivez. C'est de 2. Et de 3, très rapidement, problème habituel des traducteurs. En arménie occidentale, comment vous allez traduire le mot technique, par exemple? C'est un mot merveilleux, le mot technique, parce que d'une part, parce que c'est un mot malheureux. Il n'a pas, c'est techné en grec, n'est-ce pas? Et assez étrangement, les Arméniens, pendant tous les siècles où ils ont traduit du grec, en gros jusqu'au XIe siècle, ou début XIIe,
ils ont tout traduit au fond, mais Techné, ils ne l'ont pas traduit, ou alors on ne l'a pas vu passer. Et donc, quand l'arménien moderne s'est constitué, il n'y a pas de mot en arménien pour technique. Ah, c'est étrange. Alors, en arménien occidental, on dit technique parce qu'on pense en français, et en arménien oriental, on pense en allemand, ou en russe, et on dit technika. Premier problème. Deuxième problème, pour technique, il y a au moins 3 sens différents du mot. Quand vous dites la technique, c'est pas le même sens que quand vous dites les techniques, par exemple les techniques de pouvoir chez Foucault, n'est-ce pas, etc. Et donc, alors, vous choisissez. Ça, c'est vraiment un problème de traducteur. C'est un problème de traduction. Ce n'est pas un problème qui vient du fait qu'il y a deux langues ou du fait que c'est une langue survivante, etc. Donc, pour technique, si vous dites technique, ce que l'arménien occidental a toujours dit, n'est-ce pas, technique avec un to et avec un quai. Oui, pourquoi pas. Alors, on peut dire technikagan pour l'adjectif, on peut dire technikapanouchion pour la technologie, je veux bien. Mais alors, comment on dit les techniques de pouvoir, alors, chez Foucault? Technique nera? Certainement pas. Ou on pourrait, pourquoi pas? Et donc, voilà, je ne vous donne pas la solution, mais c'est un type de problème qui se pose simplement quand on traduit. Il s'en pose 1000 comme ça, tous les jours il s'en pose. Je vais vous en donner un nouveau que le dernier en date, si vous voulez, qui s'est posé à moi, c'est Walter Benjamin a un écrit qui s'appelle Malerei und Photographie, c'est-à-dire la peinture et la photographie, où il explique le genre de peinture que les bourgeois français au XIXe siècle, au début du XXe, aimaient. Alors il dit les nus, les intérieurs, les natures mortes, etc. Alors soudain, je me suis rendu compte que je ne savais pas dire en arménien occidental une nature morte. En arménien oriental, comment on dit une nature morte? Nature morte, évidemment. Tiens. Je ne savais pas dire un nu non plus. Et il n'y a pas de mot pour ça. Et donc, dans ce cas-là, là, vous êtes vraiment, enfin quand je dis vous, c'est moi, hein, le principe quand on traduit, c'est qu'il ne faut pas créer de mots. On ne crée pas de mots. Et donc, on a la langue dont on dispose, et donc on fait avec. Et donc, il faut faire avec ce qu'on a. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et donc, la prochaine fois que je vous verrai, je vous dirai comment j'ai traduit la nature morte et le nu, etc. Je vous remercie. Je donne tout de suite la parole à Gérard Malchassian, qui nous présentera plutôt le point de vue du lecteur, mais lecteur très avisé, parce qu'en fait, je viens de découvrir que lui aussi, il a des expériences de traduction vers l'arménien. Enfin, une expérience. Mais justement, alors, lecteur, oui, merci tout d'abord de m'avoir accueilli. Je me sens vraiment très impressionné, parce qu'effectivement, je n'ai pas du tout ni la maîtrise de l'arménien, ni l'expertise de la traduction de tous ceux qui sont à mes côtés à cette table. Alors, je vais avoir une approche évidemment à la fois d'utilisateur de traduction en arménien, parce que ça m'arrive quand je fais cours en Arménie ou des conférences d'avoir ce problème, et aussi de petits praticiens alors d'un exercice de traduction en arménien qui n'était pas scolaire, c'était pas de l'ordre du thème, mais qui est bon, donc je pense que, enfin voilà, vous parlez un peu des résultats de cette expérience que j'ai eue d'ailleurs avec mon épouse, puisque nous avons fait le travail ensemble. Je ne me sentais pas de le faire tout seul de toute façon. Alors, pour l'expérience dont je voulais, d'abord en tant qu'enseignant, dont je voulais vous faire part, évidemment, ça concerne plutôt le cas de l'Arménie, hein, puisque c'est là-bas que le problème se pose pour moi. Il m'est arrivé de faire des cours à la fac de Yerevan, en L3, c'est en 3e année universitaire de philosophie. Parfois, je fais des conférences en arménien, et mes sujets, souvent, portent évidemment... Je n'ai pas précisé, je suis prof de philo, hein, je suis philosophe de formation, et évidemment, j'ai besoin, parfois, d'extraits de textes. Bon. Alors, comment faire, souvent, hein, pour, par exemple, faire travailler les étudiantes sur... je peux citer un cas très emblématique, sur le contrat social de Rousseau, hein, alors que, évidemment, moi, je n'ai que l'exemplaire français. Alors d'abord, c'est savoir si le texte est disponible.
en arménien, en Arménie. En règle générale, je le dis tout de suite, pour mon domaine et le domaine des sciences sociales, etc., non, c'est le russe. Hein, c'est-à-dire que vous allez dans une librairie, j'étais d'ailleurs à Noyandaban encore en juillet, un jeune étudiant en philosophie est arrivé, il a demandé les problèmes de philosophie de Russell, donc livre originellement écrit en anglais, et on lui a sorti le russe, hein, l'édition russe. Donc déjà, c'est un premier problème. Si vous voulez faire une conférence en arménien avec les moyens du bord, qui sont limités chez moi, mais au moins avec une base textuelle en langue arménienne, souvent, vous ne l'avez pas. Donc, il faut trouver une solution. Alors, deuxième étape, je cite cet exemple parce qu'il se trouve que le contrat social, il a été traduit. Je pense même qu'il a été traduit plusieurs fois. Moi, j'ai demandé à mes collègues, ils m'ont donné une édition récente du contrat social, ça datait de 2003-2004. J'étais très content, je me disais, oh, c'est super, une édition récente, bénéficiant de tous les acquis de la critique, et hors système soviétique, il n'y aura pas de passage édulcoré, etc. Et l'expérience que j'ai faite, c'est effectivement, comme tu le dis, Marc, la traduction était catastrophique. Catastrophique, ce qui pose quand même un problème, ce n'est pas le cas unique, hein, inutile de le dire, sur la traduction. Vous voyez que ça pose quand même une série de questions. Hein. Je parle du point de vue arménien, d'Arménie. Quand on doit traduire, qu'est-ce qu'il faut privilégier, hein? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors moi, je réponds bêtement, en tant qu'enseignant de philosophie ou de sciences sociales, les classiques. Les grandes références. Bon, alors maintenant, une fois qu'on a franchi cette étape, c'est comment traduire correctement. Et là, je me suis heurté à un problème. Alors, je ne vous parle pas des contresens. C'est dès le premier paragraphe du contrat social, il y a deux contresens. Il y a une phrase, un élément de phrase du texte français qui n'est même pas traduit et qui dénature totalement donc le sens de ce que veut dire Rousseau. Et résultat, j'ai dû refaire une traduction du paragraphe. Et là, je me suis heurté à un troisième problème auquel tu as fait allusion, Marc, et qui est un vrai problème pour les traductions en arménien occidental. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas une traduction en arménien occidental, mais moi, évidemment, je l'ai faite en arménien occidental. Bon. C'est que les étudiantes, avec des filles, hein, il paraît qu'il y avait 3 garçons en début d'année, mais ils sont partis. Donc, elles ne me comprenaient pas. C'est-à-dire que, alors c'est un autre, et là je fais écho à ce que tu dis, le problème de traduire en arménien occidental, et je l'ai vécu moi-même, c'est qu'on accède à un public cultivé extrêmement restreint, mais qu'en situation d'enseignement, eh bien, je me suis rendu compte que quand je faisais cours, et quand je donnais ma traduction adaptée du premier paragraphe du contrat social, eh bien, les étudiantes avaient beaucoup de mal à me comprendre, au point que je ne vous cache pas que j'ai commencé à utiliser l'arménien oriental. Ce n'était pas très compliqué parce que je n'ai pas du tout, comme je l'ai dit, la maîtrise de l'arménien occidental que vous avez. Et de toute façon, mon arménien est déjà un peu bâtard. Bon. Mais enfin, ce sont des vrais problèmes, à mon avis, que l'on rencontre. Voilà, quand on est usager, c'est pour ça que je voulais le dire, usager de traduction, hein, dans le domaine que l'on pratique. Alors, j'ai le même problème en conférence, moins douloureux, parce que mon auditoire, là, est plus cultivé. Et par exemple, l'obstacle de l'arménien occidental n'est pas rédhibitoire. Cela dit, il est réel, il faut le dire quand même sur place. Je donne un dernier exemple. J'ai fait cette année une intervention sur Nigoros Sarafian et j'avais apporté des extraits de 14, des recueils qu'il a publiés. Et bon, je me suis lancé, alors j'avais fait l'analyse, je me suis lancé dans la lecture du texte en arménien et je vous dis, je suis quand même assez limité. Et là, je les ai sentis, mes limites. J'avais du mal, quoi. Surtout sur l'ordinateur, c'était pas facile. Il y avait, et je la cite, parce que, bon, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas la citer, la poétesse Marine Petrosyan, qui était à côté de moi, qui trouve le texte très beau, et qui m'aidait de temps en temps. Je lui dis, écoute, le mieux, c'est que tu le lises. Elle dit, non, c'est de l'arménien occidental. Non, je ne peux pas. Bon, alors, sans doute à cause du rythme, de la langue, parce que ça n'est pas qu'une question, bien entendu, elle n'avait pas de problème de compréhension, que ce soit clair. Je pense que c'était un problème de poétesse. Elle avait peur de ne pas rendre honneur à cette langue, et dont la différence avec l'arménien oriental, tout le monde le sait, n'est pas simplement lexicale ou morphologique, mais elle est aussi musicale et rythmique. Enfin, voilà ce que je voulais dire sur l'expérience que j'ai, moi, vous voyez, quand je travaille là-dessus, et évidemment, le désir qu'on pourrait avoir dans ces conditions-là, qu'une vraie réflexion, en tout cas en Arménie, elle commence à se faire sur
les œuvres importantes qui doivent être traduites en arménien dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine de la philosophie, etc., et des humanités, soient faites. Et il y a des pas qui ont été faits dans ce sens, on pourra en reparler plus tard. Enfin, voilà. Et deuxième élément, alors c'est vrai, le petite expérience que nous avons menée avec mon épouse sur un texte français traduit en arménien occidental, évidemment pour nous c'était un défi, hein, inutile de vous le dire, je l'ai expliqué, je ne suis pas très à l'aise en arménien occidental, mais ça n'était pas du tout un thème scolaire, c'était en fait un texte de Martin Melkonian, que certains connaissent peut-être, enfin je veux dire le texte également, Arménie noire, Arménie blanche. Texte court, fort heureusement. Alors, juste, je voulais faire part un peu de la façon dont les conclusions que j'ai un peu tirées de cet exercice, qui, dans ce sens-là, était inédit pour moi, hein, et pour ma femme. Bon, c'était clair, on ne l'avait jamais fait dans ce sens. D'abord, et je l'ai dit tout à l'heure, on le voit bien, l'un des défauts, par exemple, en Arménie des traducteurs, pourquoi est-ce qu'ils ratent souvent leur traduction? C'est qu'ils oublient quand même que pour bien traduire un texte, en tout cas, disons, littéraire, ou un texte philosophique, etc., il faut quand même l'interpréter. Qu'on ne peut pas traduire correctement quelque chose si on n'en a pas construit auparavant une interprétation. Une interprétation générale, une interprétation des extraits, évidemment, une interprétation pas arbitraire, qui essaye de s'approcher le plus possible de ce que l'on pense être honnêtement le sens objectif du texte. C'est beaucoup plus facile avec un texte de Bertrand Russell, bien entendu, qu'avec le texte poétique de Martin Melkonian. On est d'accord, je ne vais pas tout mettre au même niveau. Mais il y a quand même cette idée qu'avant de traduire, même si on a l'impression qu'on sait spontanément comment il faut le rendre, il faut passer par cette phase tout de même modeste, après tout, de décryptage et de construction d'une lecture de ce que l'on va traduire. C'est ce qui manque souvent, il me semble, pas à tous, mais chez beaucoup de traducteurs en Arménie, et peut-être pas simplement en Arménie, c'est peut-être justement un héritage soviétique, ça. Bon. Mais c'est la première chose en fait, que nous avons dû éprouver, c'est qu'avant de traduire le texte, il faut bien travailler sur ce texte-là. Et que ça demande un parcours intérieur aussi, sur le rapport qu'on a à ce texte qu'on a choisi de traduire, sauf si c'est une commande, mais à mon avis, ça revient au même. Le second élément d'expérience qu'on peut retirer, c'est qu'au fond, ensuite, selon la maîtrise qu'on a de la langue d'arrivée, la nôtre n'était pas énorme, donc ça nous oblige aussi à explorer les ressources de la langue dans laquelle on traduit. En évitant, c'est vrai, les néologismes, parce que ça, au lieu de rapprocher le texte d'origine du lecteur, on risque de l'en éloigner. Et ça, je pense que c'est à tous les niveaux, parce que je discute souvent avec des traducteurs, alors une amie traductrice du français d'ailleurs, Lilith Grigorian, qui a traduit plusieurs textes français, de littérature française pour la Actuala Arvest Actualart en Arménie, dont Beckett, Godot, Gracq. Très vite, vous êtes aussi forcé d'explorer la langue dans laquelle vous traduisez, de l'explorer horizontalement, dans tout le corpus, etc., verticalement, je veux dire historiquement, hein, on peut aller rechercher des termes anciens, et c'est vrai que c'est une expérience, alors là où on voit bien tout l'atout de tout ce qu'a peut apporter une entreprise de traduction, une interprétation peut-être sujette à critique du texte d'origine, mais après tout, pourquoi pas, c'est très bien, et deuxièmement, une exploration des ressources de la langue d'arrivée, en ayant confiance tout de même dans les ressources de cette langue d'arrivée, même si, dans le cas de l'arménien, on le disait, parfois il y a des manques cruels. Il y a des manques cruels dus à ce qu'on appelait avant le retard culturel. On peut trouver de multiples raisons. Et puis ensuite, la phase qui est la phase, et moi j'aime bien cette expression d'Umberto Eco dans son texte sur la traduction, dire presque la même chose. C'est important. Il me semble, dans la traduction, c'est accepter de s'engager à dire presque la même chose. Bon, enfin, je ne vais pas développer, mais vous savez, il développe, certains connaissent certainement cette idée, le fait que traduire, c'est aussi un moment négocié. Négocier entre ce que l'on a compris du texte dont l'on vient, enfin dont on part, et le texte dans lequel on veut arriver.
Et cette dimension de négociation, moi je l'aime assez parce que c'est un peu ce qu'on a ressenti, nous, en travaillant sur le texte, et avec la dimension aussi d'apprentissage pour nous, puisque comme je l'ai dit, parfois quand nous explorions les détours de la langue arménienne occidentale, nous découvrions aussi des choses que nous ne connaissions pas, inutile de le dire. Et dernière chose, et là c'est aussi un autre élément à mon avis qui est un peu problématique, c'est que des gens comme nous, qui avons été formés à l'arménien un petit peu d'abord par une culture familiale, assez limitée, il faut bien le dire, dans lequel d'ailleurs, pour la traduction, tu en parlais tout à l'heure, le turc intervenait très souvent. Pour compenser, par exemple, pour rendre des expressions courantes du français, c'était souvent le turc qu'on allait citer. Mais après, donc, évidemment, qui avons développé beaucoup de nos contacts avec l'Arménie, et quand on traduit et qu'on n'est pas maître parfaitement de tous ces outils, très vite, il y a l'attraction de l'arménien oriental qui va jouer, même à votre insu. À votre insu, parce que j'en avais fait la version, on l'avait tapé, et ensuite on l'a fait lire, et on nous a fait remarquer à plusieurs reprises, et on ne s'en était rendu compte ni toi ni moi, ni ma femme ni moi, l'attraction de l'arménien oriental, parce que là il y a un déséquilibre malheureusement, enfin en tout cas moi que je ressens. Moi, je le ressens, mais je vais peut-être pas généraliser, dans la puissance de dire de l'arménien oriental et celle de l'arménien occidental. Alors là, ça pose la question, effectivement, de l'avenir de cette langue. Je ne vais pas du tout la développer, mais voilà, je voulais faire part de ces expériences concrètes, parce qu'au moins, là, il y a du... il me semble qu'il y a quelque chose à dire, et surtout peut-être reparler de cette idée, toujours que traduire. Et pour mon domaine, je voudrais qu'on reste sur cette idée, peut-être privilégiée dans ce qui concerne les sciences sociales, humanité, philosophie, peut-être les références incontournables, importantes, consensuelles, on va dire. Voilà. Bon, je vous remercie, je m'arrêterai là. Merci. Je pense qu'on aurait dû donner des conférences plus courtes et donner plus de temps à table ronde, parce que là, en plus, tu me feras remarquer qu'on est en retard. C'est très intéressant. Donc, on avait plus ou moins... on n'avait rien décidé. Donc, on met plus ou moins chacun ses propres domaines. Il y a une question qui me semble émerger, la question, évidemment, de la réception. Que ce soit du point de vue du registre et des réactions aussi, qui sont très souvent plus idéologiques que scientifiques. Les Gors, oui ou non, moi, je ne suis pas arménienne, j'ai appris l'arménien à Venise, j'ai entendu plein de Gors, pas dans les cours, mais à côté, et donc je les utilise sans gêne, peut-être sans tous les tabous qui existent de notre côté. Oui. Et vos deux interventions étaient très complémentaires, parce qu'en fait, il y a une chose qui a surgi, c'est l'Arménie. Au fond, on parle des traductions en arménien occidental, et l'Arménie était tout à fait présente pour des raisons très pragmatiques, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas le temps de développer, mais justement, c'est en Arménie que les traductions en arménien occidental sont publiées, et je vois même avec l'orthographe classique. Bien sûr, oui, mais enfin, ça n'a pas été toujours évidente. Dans mes propres articles, on me mettait tout le temps l'orthographe qu'on utilise là-bas, et ça se fait de moins en moins. Donc, évidemment, c'est un bien sûr qui est très important, mais il a fallu y arriver. Donc, oui, si on ces traductions en arménien occidental sont publiées en Arménie, c'est clair que c'est dans les librairies là-bas tout d'abord qu'on les trouve. On les trouve, donc on le voit. Il y a quand même des librairies qui ont ouvert les portes. Une qui vient de fermer, je l'ai appris, mais enfin quand même, on peut entrer dans une librairie et trouver des traductions, donc les livres des marques, des traductions de Shakespeare ou même de Sophocle, Euripide. Ça, c'est l'entreprise des deux collègues du Matin Aran, Gohar Mouradian et Aran Topjan, qui, dans leurs heures perdues, traduisent du grec et du latin vers l'arménien oriental. Et ça aussi, apparemment, c'est un public, donc on les trouve dans les librairies. Mais il y a deux questions. Donc, une leçon à l'université, il manque des traductions, mais même dans l'exposé, donc tu es passé à l'arménien oriental pour te faire comprendre, parce que justement... Et là, l'autre question
tu ne passes pas à l'arménienne orientale, mais tu t'es posé la question, enfin, en tout cas, si j'ai bien compris ce que tu as dit, on traduit en occidental, mais on sait que c'est en Arménie que ces livres vont circuler. Enfin, je ne pense pas que tu t'es laissé influencer d'un point de vue linguistique, mais la question, tu l'as posée quand même, tu l'as posée, c'était intéressant. C'est une question qu'on se pose parce que justement la réalité est celle des deux Arméniens, des deux environnements, d'une langue qui est une langue officielle de la scolarité et de l'État dans un pays et une langue survivante, une langue de diaspora. Mais chacun ses expériences. Moi, je continue avec l'occidental et si je vois qu'il y a des difficultés, ben j'explique, mais je continue avec l'occidental parce qu'en même temps, il n'y a pas de raison de... Je ne veux pas dire abdiquer, c'est trop fort, mais enfin de renoncer, on va dire de renoncer. C'est sûr qu'il faut se faire comprendre, mais on peut expliquer et continuer sur la lancée de l'occidental. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'est arrivé aussi. Non seulement dans le cadre des colloques, là c'est clair, mais aussi dans des cours à l'université. C'est sûr que quand on me corrige, je dis oui, d'accord, je connais, mais il faut que vous sachiez qu'il y a aussi d'autres formes, d'autres vocabulaires. Je voulais juste dire à ma décharge que, je l'ai déjà dit, hein, le groupe auquel j'avais affaire, je ne voulais pas le perdre. Le groupe était de 30 étudiants ou 25 en début d'année. Moi, je les ai vus en avril, elles n'étaient plus que 12 filles. Et j'étais juste essayer de les accrocher pour ne pas les perdre et qu'elles reviennent à la séance suivante. C'était très pragmatique. Ce n'était pas un renoncement de principe à continuer en arménien occidental. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ces aspects ou si on peut quand même laisser la parole. Peut-être deux questions. Ouais. Ça marche là. Gérard, justement, est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple d'une phrase du contrat social qui, en arménien occidental, dont tu nous citerais, ne passe pas et que tu as été obligé de mettre en arménien oriental. Un petit exemple précis. Et une autre question toute bête, est-ce que Freud a été traduit en arménien occidental ou oriental ? Oui. Alors oui, je voulais dire, ça aussi c'est un autre problème, c'est que moi je m'en réjouis. Les textes écrits en arménien occidental sont de plus en plus, par certaines maisons d'édition honnêtes, republiés en orthographe classique. Hein, donc je m'en réjouis. La seule chose, on retombe dans le même problème. Si on fait ça, on sait concrètement que le public cible en Arménie se réduit parce qu'il y a beaucoup de gens qui préféreront renoncer à lire un texte en orthographe classique, même s'ils admirent beaucoup cette orthographe et qu'ils veulent essayer de la lire. C'est un problème objectif, et bien que moi je m'en réjouisse. Je veux dire, je pense qu'il faut continuer à le faire, mais il faut savoir que ça complique encore l'accès d'une partie du public potentiel, surtout des jeunes, à ce genre à cette orthographe, sans rentrer dans la querelle hein, sur orthographe classique, orthographe réformée. Alors tu me demandais, non, un exemple, non, j'en ai pas vraiment, parce que j'aurais dû l'apporter, mais je n'ai plus l'édition, enfin je l'ai laissé, je l'ai rendu à mon collègue, donc je n'ai pas d'exemple. C'est juste tout simplement que ces jeunes femmes qui étaient peu habituées à entendre parler quelqu'un de diaspora ont un problème pour décrypter la morphologie, les mots utilisés, la prononciation, le rythme de la phrase, bon, peut-être aussi aggravé par le fait que j'ai en plus un accent français. Alors ça n'arrange pas les choses, c'est ça que je voulais dire. C'est des problèmes beaucoup plus d'ordre lexical, voilà, qui s'ajoutent aux problèmes conceptuels, parce que souvent, bien entendu, comme tous les étudiants, pas seulement d'Arménie, il manque de bagages conceptuels. Ah, mais déjà, pour la traduction, c'était un vrai problème, parce que, par exemple, je crois qu'il avait traduit Rasaragagan Tashink.
Il me semble, hein, la traduction. L'arménien est traduit Stachink, pour contre. Ouais. Alors que nous, on dirait Baymana-Kultur. Voilà, Baymana-Kultur. Alors, c'était un problème. Tachink, en plus, moi, il me semble que ça collerait plus pour pacte social de Hobbes plutôt que pour le texte de Rousseau. Rien que dans le titre, effectivement, on pouvait penser que le terme était était critiquable, vraiment critiquable. Voilà. Alors après, ça va être une autre difficulté quand on va traduire ces termes. C'est impossible, parce que quand on vient de l'arménien occidental, on veut essayer de trouver une logique venant de l'arménien occidental, mais comme tu l'as très bien dit, Marc, tu l'as très bien expliqué, quand tu sais que les gens qui vont te lire, enfin, le potentiel de lecteur vient de l'arménien oriental, c'est vrai que tu te poses une question, c'est-à-dire, est-ce que tu ne dois pas d'abord savoir comment eux le disent, ne pas compliquer l'accès à la lecture, parce que souvent, ils ont déjà un mot venu du russe, en général, allemand-russe, disponible. Et là, c'est un autre problème qu'on se pose. Tout simplement pour permettre l'accès à un plus grand nombre de lecteurs possibles ou d'auditeurs possibles au texte que l'on veut introduire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était ça que tu me demandais. Hein. Exemple concret, non, mais le titre, je trouve, est parlant. Ah bah bien sûr, et je l'ai dit tout à l'heure, mais pas seulement du philosophe, toute traduction implique, et c'est ce qui me semble-t-il peut manquer à des traducteurs trop rapides, c'est cette phase d'interprétation, et attention, je veux dire d'interprétation objective du sens, hein, bien entendu, un travail, c'est pas une invention arbitraire. Bien sûr, mais non, mais ça, je crois qu'on est. Enfin, vous avez bien plus la pratique de la traduction que moi, on le vit tous, enfin, on sait ce que ça veut dire, mais parfois. C'est pour ça, si je peux enchaîner, même si on réfléchit de traduction du français vers l'arménien, oui, c'est ce qu'on disait. En fait, il faut qu'il y ait donc du français, des langues occidentales vers l'arménien. Il faut non seulement des compétences linguistiques, donc j'ai rêvé en fait à la question des écoles, des traducteurs, mais il ne faut pas oublier tout le bagage culturel derrière. Il faut, c'est une chose qui semble évidente, mais parfois on perd de vue justement la question de l'interprétation qui est fondamentale, la compréhension du texte, effectivement. Il n'y a pas officiellement, il n'y a pas de traduction. Il y a des annonces que tel ou tel veut traduire quelque chose, etc. Mais moi, je te l'annonce, comme je vais faire une série de conférences au printemps sur Walter Benjamin, Freud et Nietzsche, donc je vais traduire un certain nombre de choses jusqu'au prochain séjour en Arménie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Laissez-moi ajouter une chose à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, à part, dans mon cas, à part les récits de Blanchot, je traduis plutôt de la philosophie, disons. Encore que Walter Benjamin, on ne peut pas appeler ça de la philosophie. Mais en tout cas, des textes théoriques. Vous verrez quand en particulier le Foucault et le Homo sacer de Agamben auront paru, je multiplie les notes de bas de page. C'est-à-dire que pratiquement chaque paragraphe ou 5 fois par paragraphe, j'ai besoin d'expliquer. J'ai besoin d'expliquer ce que je fais en tant que traducteur. J'ai besoin d'expliquer pourquoi j'utilise telle expression plutôt que telle autre. J'ai besoin soudain d'expliquer au lecteur arméno-oriental pourquoi est-ce que j'utilise tel terme en arménien occidental, mais j'ai aussi besoin d'expliquer à mon lecteur arménien occidental pourquoi, etc., etc. Et j'ai besoin de parler des auteurs dont il est question, etc. Je multiplie les notes de bas de page. Dans le livre sur Foucault, il y a peut-être 300 ou 400 notes de bas de page, et c'est pareil pour le Homo sacer. Mais quand vous traduisez de la littérature, vous ne mettez pas de notes de bas de page. Et à mon avis même, vous ne devez pas mettre de glossaire à la fin. En tant que traducteur, vous devez vous confronter au défi, dans votre propre langue, de donner un équivalent de ce qui se passe dans la langue dont vous êtes parti.
c'est beaucoup plus difficile. Et moi, je ne fais pas de traduction littéraire. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il faut rendre hommage aussi à tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses. Donc on est très en retard. Et je remercie donc encore une fois. On m'a dit des clore, mais... Je voulais juste savoir quelles étaient les difficultés que le professeur Nechanian avait rencontrées par rapport à l'édition, les difficultés concrètes. L'édition de quoi, tu veux dire pour éditer. Hein, les livres qui ont paru? Oui. Il n'y a pas de difficulté particulière. Tant que j'étais à Columbia University à New York, c'est moi qui payais les livres, l'impression, puisque j'avais un fonds sous la main pour publier des livres, et là, de nouveau, j'ai un fonds sous la main pour publier les livres, et donc c'est pareil, il n'y a aucun problème. Aucun problème pour publier les livres. Tant mieux. Tant mieux. Quels sont les problèmes concrets d'édition? Les livres demandent à être révisés, à être lus, etc. Quand c'est de l'italien, comme pour Agamben, par exemple, je ne vais pas demander à Valentina une seule chose, je lui ai demandé, mais de lire 300 pages pour réviser, etc. Il y a ce genre de problème, effectivement. Et pire en allemand, hein. En allemand, j'ai pas de correcteur en réalité. Encore une fois, une question d'argent et des compétences. Parfois, c'est plus facile de trouver l'argent que les ressources humaines. On doit vraiment clore. Merci beaucoup à mes collègues. Encore, juste un mot, paraît-il. Moi-même 10. Mais il faut vraiment qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on arrête. On va plus avoir de soutien technique dans 3 minutes et on doit encore écouter une chanson. Oui. D'accord. Mais la question va être très courte. Vous avez parlé de traduction depuis le début, de traduction de livres en arménien occidental en Arménie, où c'est l'arménien oriental qui est pratiqué. Mais tous les chiffres qui sont donnés nous indiquent qu'il y a un nombre d'Arméniens beaucoup plus important en diaspora qu'en Arménie. Alors, entre l'enseignement et la lecture, on peut penser statistiquement qu'il y a un nombre plus important de lecteurs dans le monde qu'en Arménie. Alors, quelle est la finalité de l'enseignement et de la lecture dans ce domaine ? À qui vous posez la question? À la personne qui veut bien répondre. Oui. Gérard, en fait, l'enjeu, c'est que la question, c'est pas le nombre de personnes, c'est le nombre de locuteurs, et de locuteurs qui sont réellement compétents, qui sont des lecteurs potentiels. Et là, le nombre se réduit beaucoup en diaspora. C'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est que le nombre de lecteurs qui vont lire des textes en arménien en diaspora est très réduit. Et si en plus on s'adresse à des textes si on pense à des textes qui, comme cela, s'adressent à un public spécifique, qui s'intéresse on s'intéresse à une certaine intelligentsia, on ne va pas trouver la masse critique, on ne trouve plus la masse critique en diaspora. Donc je pense que c'est ça l'explication du fait que ces textes sont publiés en Arménie. Et j'ajoute que ce qu'elle dit n'a rien à voir avec l'arménien occidental, puisque s'il y a une langue qui s'assimile immédiatement et qui disparaît aussitôt, c'est l'arménien oriental dès qu'ils sont en diaspora. Hein. Et alors, pour conclure sur une note plus positive, il faut espérer que des entreprises comme celle-ci puissent stimuler, comme on dit, les jeunes générations, voir que c'est une langue qui reste vivante, malgré tout. Bon, mot de la fin. Alors, merci à tout le monde. Je vais faire la petite transition vers la suite. Donc, la suite du programme de la journée, c'est au 2e étage de la dégustation arménienne, d'un atelier de calligraphie, un stand de livres et d'objets par notre partenaire Chaîne, et aussi une chanson a cappella par le groupe Camille, que nous allons appeler tout de suite ici pour une petite chanson avant de monter les suivre, continuer au 2e étage. Merci beaucoup. René, si on peut enregistrer aussi le groupe, ce serait bien. Merci.